Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, docteur en entrepreneuriat international. Je suis le directeur général du cabinet Ella Consult, un cabinet qui a été créé en 2011. Le cabinet est spécialisé en matière d'audit, d'assistance comptable, d'assistance fiscale, en analyse des données et en planification stratégique et sur les modèles de prise de décision. Et bienvenue encore une fois. Notre chaîne vous présente des informations en rapport avec l'entrepreneuriat et des informations en rapport avec l'analyse des données, des informations en rapport avec la recherche, des informations aussi en rapport avec les modèles de décision, des informations en rapport avec aussi la gestion, donc des conseils en gestion d'une façon générale. Et bienvenue encore une fois et merci pour votre soutien à la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment conduire et valider la régression multiple linéaire dans R. J'avais fait une vidéo, mais malheureusement, je me suis rendu compte que le script n'est pas bien visible, alors j'ai dû refaire la vidéo. Alors ici, dans la régression linéaire multiple, la question de recherche, c'est que alors vous cherchez à analyser l'effet d'une variable indépendante sur la variable dépendante. Vous cherchez à voir quand est-ce que la variable indépendante augmente d'une unité, combien va varier, à quelle hauteur va varier la variable dépendante. Au niveau de l'objectif de la recherche, c'est de pouvoir analyser l'impact ou l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. Comme hypothèse de recherche, normalement, vous devez la formuler en pas d'effet ou d'impact significatif de la variable indépendante sur la variable dépendante. Et comme hypothèse alternative, vous devez dire qu'il existe un impact statistiquement significatif ou un effet statistiquement significatif de la variable indépendante sur la variable dépendante. Alors ici, les amis, c'était comment cela me permet d'avoir les chiffres en format standard au lieu que ce soit en format scientifique. Alors ici, je vais importer les données d'AR. Donc ici, les données, c'est une étude que j'avais réalisée en rapport avec les déterminants de l'entrepreneuriat en Inde, dans une université indienne. Alors, j'ai manqué le temps, je n'ai pas publié juste l'étude. Donc, voilà les variables qu'on a. Ces variables ont été choisies en suivant le modèle d'orientation entrepreneuriale proposé par Agesen en 1991. C'est un modèle qui est largement utilisé pour analyser l'intention entrepreneuriale dans les écoles ou dans les écoles ou ailleurs. Donc, voilà les amis, les données que j'ai. Donc, nous avons l'intention qui est la variable qui est notre variable dépendante. Ça, c'est l'attraction de l'entrepreneuriat qui est variable indépendante. Socio-normes, ça fait partie de la théorie. Donc, le soutien social, tout ce qui est environnement social. Voilà, le fait de se sentir qu'on maîtrise le comportement en rapport avec l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle le Perceived Behavior Control. Ça, c'est en rapport avec l'éducation. Ça, c'est en rapport avec les barrières à l'entrepreneuriat. Donc, voilà, les variables indépendantes sont attraction, social, behavior, education and barrier. Et puis, alors, pour trouver le modèle, normalement, si vous ne voulez pas trouver automatiquement les variables significatives, on peut le faire manuellement. Mais pour le faire, d'abord, vous allez réaliser le modèle au complet. Ça veut dire qu'il inclut toutes les variables indépendantes. C'est ça le modèle qu'on a. Et puis, pour rester avec les variables significatives, on peut arriver successivement les variables qui ont une p-value qui est très élevée. Donc voilà, je vais vous montrer comment on peut faire ça manuellement et je vais vous montrer comment aussi on peut faire ça automatiquement. Ça, c'est le modèle qui comprend toutes les variables. Alors, quand je fais le résumé du modèle, vous allez voir, quand je fais le résumé du modèle, je vais essayer d'agrandir ici, comme ça, pour que vous voyez les p-values. Normalement, les p-values qu'on regarde, c'est ça. C'est ça, ça c'est pour l'intercept, et ça c'est pour attraction. Et quand vous regardez pour attraction, vous voyez qu'il est très significatif parce qu'il est très inférieur à 0,5. Et ça, vous voyez que nous avons une p-value de 0,83. Ici, vous voyez que pour behavior, nous avons 0,0 significatif. Et puis pour éducation, donc vous voyez que c'est 0,28 et ça, c'est 0,14. Alors, si vous regardez bien, la variable qui a une p-value très élevée, c'est social, donc c'est celle-ci, qui a 0,83. Donc, dans le modèle qui va suivre,
Alors, je vais faire un autre modèle qui n'inclut pas social. Donc, c'est ça que je vais faire, c'est ce modèle-là. Donc, je vais même effacer ici. C'est ce modèle-là, l'autre modèle que je vais réaliser, qui n'inclut pas social. Donc, vous voyez que social ici, j'ai exprimé. Alors, je vais faire ce modèle. Regardez. Et puis, je vais faire le résumé du modèle pour voir si réellement les variables qui restent sont significatives ou pas. Alors, je vais encore une fois voir les variables qui ne sont pas significatives. Je vais voir encore une fois les p-value. Donc, voilà, les p-value, vous regardez les p-value, les amis. Ici, pour l'intercept, ça ne nous intéresse pas, mais nous regardons les deux variables qui restent, parce que les deux attractions, vous voyez que c'est significatif, parce que la p-value est inférieure à 0,05, donc 5%, le behavior aussi c'est inférieur à 5%. Donc, vous voyez qu'ici, education, la p-value est 0,28, donc elle est supérieure à la p-value de barrière. Donc, je vais faire un autre modèle qui n'inclut pas l'education, ça je vais exprimer. Comme ça, alors, pour qu'il n'y ait pas confusion. Donc, voilà l'autre modèle, le troisième modèle. Voilà, je pense que ça doit être celui-ci, oui. Donc, voilà, c'est le modèle qui n'inclut pas education. Voilà. Barrière, il y en a, mais vous voyez qu'il n'y a pas education. Donc, je fais ça, je fais le résumé du modèle. On va voir finalement ce qui reste. Donc, vous voyez, les amis, les deux variables, la attraction, behavior control. Vous voyez que ces variables, les deux variables sont significatives, mais barrière n'est pas significative. La variable barrière n'est pas significative, donc on n'a pas d'effet sur l'intention entrepreneuriale. Donc, ça veut dire que le modèle final va inclure uniquement les deux variables et barrière sera supprimée. Donc, voilà le modèle final. Alors, pour trouver ces variables, donc on vient de trouver les variables, c'est attraction et behavior parce que ce sont ces deux variables-là qui sont significatives, puisque la p-value de barrière reste non significative. Alors, pour trouver ça automatiquement, donc ici, vous voyez qu'on a fait ça manuellement. Donc, on peut utiliser cette librairie mass et utiliser cette commande-là. Donc, ici, donc, vous voyez que j'ai fait intention, c'est le point là signifie que c'est un modèle qui inclut toutes les variables. Le point, ça. Quand vous utilisez le dot, là, le point, ça inclut tout, c'est pour inclure toutes les variables dans le modèle. Et puis, alors, la data, c'est là où on a stocké les données, ici. Donc, voilà, je vais exécuter ça. Alors, avec ça, cette commande-là, je vais avoir les variables significatives sans le faire manuellement. Donc, voilà, vous allez voir qu'on va rester avec, pardon, je vais voir object. Step model summary objects not found. Attends, je vais exécuter d'abord ça library et puis faire ça et puis alors faire ça, l'exécuter. Je ne vais pas exécuter le modèle, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Donc vous voyez que les amis, avec ça automatiquement, nous restons avec les deux variables là qui sont significatives. Il y a aussi une autre façon de faire pour trouver ce modèle là. Il y a une autre façon de faire, c'est de faire comme ça. Cette commande là, step, là aussi. Backward, c'est ce que j'ai fait manuellement. Donc ça va arriver progressivement. Le modèle va faire automatiquement en arrivant les variables non significatives. Donc voilà, ça aussi, ça peut faire l'affaire, cette commande là. Et alors quand je vais faire le résumé, donc vous voyez que le modèle s'est arrêté ici, vous voyez. Le modèle s'est arrêté ici. Et quand je vais faire le résumé, vous allez voir au niveau du summary qu'on va rester uniquement avec les deux variables. Donc voilà, toujours nous avons le même résultat. Donc vous allez choisir d'utiliser soit manuellement, soit automatiquement. Donc ça va dépendre de vous. Donc voilà les amis, nous avons finalement le modèle qui reste. Donc voilà le modèle finalement qu'on va tester pour voir si réellement l'intention peut être modélisée par l'attraction et behavior. Dans notre cas, est validée pour voir si les conditions aussi sont valides. Alors voilà le modèle. Alors nous allons spécifier sur notre modèle. Vous voyez que c'est l'intention qui est modélisée par attraction et behavior. Donc voilà, j'ai exécuté ce modèle. Ici, je fais le résumé de modèle pour voir donc ce qu'on a vu. Donc voilà, c'est significatif. Même l'intercept aussi est significatif. Alors ici, je vais effacer parce que je vais tester. En termes de significativité, vous voyez au niveau des coefficients ici. Hein, vous voyez que le coefficient de attraction c'est 0,7 et le coefficient de behavior c'est 0,5. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand l'attraction
augmente d'une unité, l'intention va varier de 0,7 et quand le behavior augmente d'une unité, l'intention va varier à moyenne de 0, va augmenter de 0,5 et en termes de significativité du modèle, donc le modèle permet d'expliquer un réseau de 0,7. Pour ça, donc, il y a d'autres variables ici. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres variables qui ne sont pas incluses dans le modèle. C'est pourquoi, au niveau des recommandations, il faut recommander que les autres chercheurs continuent l'étude pour trouver des variables qui n'ont pas été prises en considération dans votre modèle. Et puis, d'une façon globale, vous voyez, quand vous regardez ici, le modèle est significatif puisque la pi va être inférieure à 5%. En fait, ça teste l'hypothèse que les variables incluses dans le modèle n'ont pas d'effet sur la variable. Les variables indépendantes incluses dans le modèle n'ont pas d'effet sur la variable, dépendante. Donc, l'hypothèse NIA a été rejetée. Alors qu'ici, pour notre cas, ici, l'hypothèse NIA, c'est que les variables indépendantes n'ont pas d'effet sur la variable dépendante. Donc, vous voyez qu'ici, pour les deux variables, l'hypothèse NIA a été rejetée. Donc, voilà, on va commencer à faire le test des assumptions ou des hypothèses de validité des modèles. Donc, le premier test qu'on va faire, c'est le test de linéarité. Et pour l'exécuter, c'est qu'on utilise cette commande. Donc, ici, pour l'hypothèse de linéarité, l'hypothèse est que le modèle est linéaire. Alors, si la p-value est inférieure à 5%, on va rejeter l'hypothèse de normalité. Donc, voilà. Ici, vous voyez que nous avons une p-value de 0,61. Donc, l'hypothèse de normalité n'a pas été rejetée. Nous conservons cette hypothèse. Et puis, alors, ici, la moyenne des zélés doit être égale à 0 proche de 0. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est pas rejeté. Donc, vous voyez que nous avons presque 0,0 quand vous regardez ici. Ça, c'est la deuxième condition. Et puis, nous allons regarder au niveau de homoscédacité. Et puis, pour tester aussi ça, on va utiliser cette librairie CAL. Ça, nous sommes à la troisième hypothèse du modèle. Ici, nous allons voir si réellement notre... donc, voilà aussi la p-value. Donc, quand vous regardez, vous voyez que la p-value est de 0,68. Cette hypothèse d'homoscédacité aussi n'est pas rejetée, donc c'est validé. Ici, on peut utiliser une autre librairie qu'on appelle Performance. Ici, alors, cette librairie, l'avantage, c'est que la librairie interprète et donc écrit la conclusion. Donc, vous voyez, quand j'exécute ça, alors je vais tester ça. Et vous allez voir ce que la machine va écrire. Voilà, OK, error variance appears to be homoscedastic. P-value est 0,68. Donc aussi, c'est respecté. Et puis, on va voir ici les résidus suivent une loi normale aussi. Donc, ce qui enseigne que les données suivent une loi normale. Donc, on vous dit qu'il faut avoir ce package-là. B8 package car. Donc, voilà, je peux visionner pour voir si réellement les erreurs suivent une loi normale. Regardez. On va voir le graphique. Donc, on voit qu'à peu près, vous voyez, sauf quelques observations, mais les 2, 4 et ça, sont considérés presque parce que c'est au-delà de la marge. Bon, je ne sais pas pourquoi 4 est inclus parce que déjà 4 est presque ici. Donc, voilà globalement le modèle, les résidus suivent une loi normale. Et puis, on va voir aussi si l'histogramme. On va voir aussi si, je vais effacer ça. On va voir l'histogramme. Voilà la commande de l'histogramme, c'est ça. Donc, on va voir ici pour l'histogramme aussi. Donc, voilà, ça tend vraiment, c'est presque une croche, parce que ça devrait tendre vers une croche. Donc, vous voyez que c'est presque une croche. Et puis, on va voir aussi, on va utiliser aussi une autre visualisation. Regardez, les amis, voilà. Donc, vous voyez que c'est presque aligné sur une droite. Diagonale comme ça. Voilà. Donc, ça sera le test visuel de la normalité des résidus. C'était le test visuel, mais on peut tester aussi avec le test de Shapiro-Wilk. Donc, voilà les résidus au niveau de la normalité toujours. Donc, vous voyez que les résidus suivent la normalité n'est pas rejetée parce que la p-value est supérieure à 5%. Alors, ça, c'est une autre hypothèse qu'on peut tester. Alors, ça, c'est validé. Ici aussi, on peut utiliser notre package performance. Donc voilà, OK, residual appear as normal distributed. Donc voilà, p-value est 0,56. Alors on peut utiliser aussi un autre package pour tester la normalité des résidus. Donc voilà, c'est norm test.
Regardez le résultat de ce package. Toujours, l'hypothèse c'est que les données, les résidus suivent une loi normale. Donc là aussi, vous voyez que la p-value est supérieure à 5%. Donc l'hypothèse n'a pas été rejetée. Alors ici, on va aussi tester une autre hypothèse d'indépendance des résidus. Et ça, normalement, il faut faire attention quand vous travaillez sur les séries temporelles. C'est là où les résidus peuvent être corrélés, alors que les données, quand vous voulez faire la régression, les données doivent être stationnaires. Donc, il n'y a pas de racine unitaire. Il faut tester par la stationnarité par le test ADF, Dickey-Fury. Donc, voilà, si je vais voir s'il y aurait l'indépendance des résidus, donc il n'y a pas de corrélation. Donc, vous voyez que la p-value est supérieur à 5%, donc il n'y a pas d'autocorrélation. Ici, on peut faire ça aussi, la visualisation. Donc voilà, aussi, c'est juste une façon de vous montrer. Donc, normalement, s'il y avait l'autocorrélation, vous voyez, ces petites lignes dépasseraient ces limites. Donc, ça serait par exemple ici, ça ici, par exemple, ça ici, par exemple. Mais vous voyez que toutes ces lignes, petites lignes-là sont dans l'intervalle. Donc, on pouvait faire aussi l'autocorrélation partielle, partial autocorrelation. Là aussi, vous voyez que c'est toujours la partial autocorrelation. Donc, vous voyez que c'est bien. Alors, ici, on continue avec la library performance. Donc, vous allez voir, si nous exécutons le même test avec le package performance, regardez ce que la machine va nous écrire. OK, residues appear to be independent and not autocorrelated. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit que l'avantage de ce package performance, ça vous interprète le résultat. Et puis ici, on va tester une autre hypothèse du modèle, c'est la collinéarité ou la multicollinéarité. Donc c'est lorsque vous avez inclus plusieurs variables indépendantes qui sont autocorrélées. Ça veut dire que lorsque les variables sont autocorrélées, on ne connaît pas normalement la contribution de chaque variable. Donc c'est pourquoi il faut vraiment vérifier ça. Et au niveau de la limite, normalement le vif doit être, certains disent 5, d'autres disent 10. Donc voilà, on va tester pour voir si les variables que nous avons incluses dans le modèle sont autocorrélées ou pas. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la multicollinéarité. Donc voilà, ici, regardez la tolérance d'ailleurs pour le cas du package performance, nous donne voilà 0,5 que je disais. Donc vous voyez que ici, normalement c'est 5, pas 0,5, c'est 5. Donc voilà, ici nous avons 1,99. Et voilà, donc on n'arrive pas à 5, mais aussi le package vif peut faire l'affaire. Alors voilà, nous avons quand utiliser ça, le vif, donc si nous avons 1,99, donc nous sommes dans la marge parce que si nous considérons la limite de vif de 5, donc vous voyez que nous sommes loin de 5. Et puis ici, nous pouvons tester aussi qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Ici, vous regardez no outliers dans notre modèle parce que les valeurs aberrantes risquent d'influencer le modèle, donc il n'y en a pas. Il n'y a pas de valeur aberrante. Ici, je vais voir ici tester automatiquement les assumptions ou les hypothèses. Ça, c'est le package qui nous permet de vérifier automatiquement beaucoup d'hypothèses. Et on va voir que les hypothèses sont respectées ou pas. Donc, vous voyez, les amis, ici, donc, tout ce qui a été testé, donc, vous voyez que ici, partout, c'est accepté. Donc, regardez ici, assumptions acceptable, assumptions acceptable, assumptions acceptable. Donc, vous voyez tous ces indicateurs-là. Donc, vous voyez que notre modèle, quand même, a été, je dirais, validé parce que toutes les hypothèses du modèle né sont, du moins, nous sommes juste... Nous sommes ici. Oui, voilà. Donc, regardez ici. Si vous voulez tester visuellement, ici, vous allez avoir... Donc, voilà, les amis. Donc, voilà les graphiques. Voilà. Au niveau de... Ici, il faut tester justement ce que je dis graphiquement. Voilà les graphiques. Normalement, ça, vous pouvez insérer dans le modèle parce que ça permet de voir visuellement. Donc, tout ce qu'on a, les assumptions qu'on a testé. Donc, voilà. Et puis, alors, autre chose, je peux exprimer tout ça. Voilà, il faut exprimer tout ça. Autre chose, c'est que des fois, on vous demande d'insérer le graphique qui visualise la relation. Donc, voilà, ici, vous voyez que je vais faire le graphique qui permet de visualiser la relation. Donc, voilà, c'est ce graphique-là qu'il faut insérer, s'il faut insérer ça. Et aussi...
je vais exprimer ça. Et puis, je vais faire cette graphique aussi, ça. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est behavior. Donc, voilà, c'est une façon de visionner, de montrer, de visualiser l'existence de relations. S'il faut, si on vous demande d'indiquer le grade, de montrer, de mettre le graphique qui montre. Donc, là, c'est l'existence de relations. Donc, voilà, ça, c'est une autre façon de visualiser. Donc, voilà, je trouve ça que c'est très sympa par rapport à l'autre. Donc, voilà, ça, c'est pour attraction. Et puis aussi, je peux faire pour behavior. L'intention. Donc voilà. Alors voilà, si dis-moi on veut avoir les coefficients, c'est pour récupérer les coefficients du modèle. L'intervalle de confiance. Donc voilà, les intervalles de confiance de nos coefficients. Voilà, et puis on peut aussi faire des prédictions. Alors, puisque le modèle a été validé, on peut faire des prédictions. Il y a deux façons de faire. Soit vous pouvez faire comme ça, créer d'abord les nouvelles variables pour lesquelles vous voulez, les nouvelles variables que vous voulez utiliser dans la prédiction. Ça veut dire qu'ici, on suppose que l'intention, la fraction sera de 5 et puis bien sera de 4. Alors, on veut faire la prédiction avec ça. Donc, normalement, si vous voulez voir ce que sera les nouvelles variables, donc il faut imprimer comme ça. Donc, voilà les nouvelles variables qu'on aura lorsqu'on aura changé l'attraction et le behavior. Donc, voilà, ça c'est la prédiction. Il y a aussi, vous pouvez faire comme ça aussi, c'est donc écrire directement dans le modèle en indiquant les nouvelles variables et on va avoir le même résultat. Donc ici, je vais vous montrer une librairie qui vous permet de générer le rapport automatique. Donc si ça, pour les gens qui travaillent dans la version anglaise, donc c'est ce package Lipot. Lui, il va interpréter les résultats et vous générer un rapport automatique. Et pour les gens qui travaillent en anglais normalement, ils n'ont qu'à copier-coller dans les rapports. Donc ça, c'est le rapport qui est tout fait, qui est terminé. Normalement, si vous travaillez en anglais, donc vous ne faites que copier ça et coller dans votre rapport. Donc, la machine a interprété les résultats de votre modèle et jusqu'ici. Vous mettez jusqu'ici. Donc, voilà. Alors, on peut aussi calculer l'effet. Ce qu'on appelle effect size, l'effet. Parce que vous avez vu que nous avons des variables qui sont, disons, qui ont un impact sur l'intention. Mais la question, si on vous demandait, puisqu'il y a attraction et le behavior, qu'est-ce qui viendrait en premier? Puisque nous ne pouvons pas agir sur toutes ces variables, quelle est la variable qui viendrait en premier? Alors, pour répondre à cette question, il faut utiliser ce package effect size qui nous permet en fait de hiérarchiser ou de montrer la variable la plus importante. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir au niveau de l'effet. Celui qui a, donc voilà, attraction, en termes d'effet c'est 0,48 alors que behavior est de 0,43. Donc s'il faut prioriser, il faut commencer par, il faut renforcer au niveau de l'attraction, ça veut dire qu'il faut essayer de rendre attractif l'entrepreneuriat, mettre en place des actions qui visent à rendre attractif l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc c'est fini, donc on vient de tester notre modèle et nous avons trouvé que notre modèle respecte toutes les conditions. Sinon, si des fois il y a certaines hypothèses qui ne sont pas respectées, il y a des transformations qu'on peut réaliser pour rendre notre modèle conforme aux hypothèses. Et voilà, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont contribuer à l'amélioration de vos compétences professionnelles. Et voilà, à la prochaine vidéo. Bye.